Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours du déconfinement numéro 13. Nous sommes toujours dans la séquence 6, réécrivons Don Juan. Comme d'habitude, commençons par un petit rappel des cours précédents. Comme on l'avait vu au dernier cours, un texte théâtral est composé de deux choses. D'abord, les paroles que prononcent les personnages, et ensuite il y a ce qu'on appelle des didascalies. Donc les didascalies, au théâtre, ce ne sont pas simplement ces petits mots en italique qui signalent que, par exemple, Don Juan s'adresse à Sganarelle, ou que Don Juan fait des grands gestes. Non. Les didascalies, c'est l'ensemble des informations dans le texte qui nous signalent, par exemple, que nous en sommes à l'acte 1 et à la scène 1, que dans cette scène-là, il y a tel et tel et tel personnage qui sont présents. La didascalie, c'est simplement ce petit mot qui nous indique que c'est Don Juan qui est en train de parler. Voilà. Bref, les didascalies, ce sont l'ensemble des informations de jeu ou de mise en scène, rédigées par l'auteur, ici Molière, à destination du metteur en scène et des comédiens. Voilà ce que sont les didascalies. Il faut entendre ce mot, didascalie, au sens large. Ensuite, ce qu'on voit depuis le début de cette séquence, c'est que Don Juan est finalement davantage qu'un séducteur. C'est trop réducteur de ne voir en Don Juan qu'un séducteur. Plus largement, c'est ce qu'on appelle un libre penseur. Alors, on verra tout de suite ce que c'est exactement qu'un libre penseur. Mais pour l'instant, ce qu'on avait dit précédemment, c'est que Don Juan n'accepte pas qu'une autorité, quelle que soit cette autorité, euh, lui dicte sa conduite. Il ne l'accepte pas, pour lui, il fait ce qu'il a envie de faire, et il fait ce qu'il veut. Il ne croit pas en Dieu, donc, parce que Dieu, c'est quand même bien l'exemple typique de l'autorité qui est au-dessus de nous et qui nous dicte notre conduite, et donc il ne craint pas son châtiment, il ne craint pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il séduit les femmes sans respecter aucune morale. C'est pour cela que il leur fait des promesses de mariage sans jamais les tenir. Parce que il ne fait que ce qu'il désire. Et si au départ il désire se marier avec une femme et puis qu'ensuite il s'en lasse, eh ben il le fait. Il ne se force pas à tenir ses promesses. Parce que il ne croit pas en une autorité supérieure, une autorité morale, qui le contraindrait à tenir sa promesse. Voilà ce qu'est Don Juan. C'est plus qu'un séducteur, c'est ce qu'on appelle un libre penseur. Alors, maintenant je vous rappelle la structure de notre Don Juan. Ce qu'on avait décidé au dernier cours, euh, ce qu'il va se passer dans notre pièce. D'abord, Don Juan repousse Elvire. C'est-à-dire que Elvire, une femme à qui Don Juan avait fait une promesse de mariage, Elvire sort du couvent et elle vient voir Don Juan et lui dit voilà Don Juan, je suis prête à me marier avec vous. Et Don Juan lui dit hop hop hop, non c'est bon, c'est plus la peine. Je me suis lassé de vous, ça ne m'intéresse plus le mariage. Je vais, euh, je vais continuer à partir, je vais repartir et je vais batifoler. On imagine que Elvire est folle de chagrin. Ensuite, le père de Don Juan arrive et Don Juan le défie son père en lui disant non, hors de question que il se mette dans le droit chemin, qu'il se mette sans doute à croire en Dieu, qu'il respecte la morale. Non, Don Juan dit à son père, ce n'est pas vrai, je ne ferai pas ça. Quelque part, il lui dit, je vaux mieux que vous. Dans un troisième acte, notre troisième acte, Sganarelle essaiera à son tour de ramener Don Juan sur le droit chemin. Mais là, il faut vous rappeler que Don Juan, c'est quelqu'un qui est un beau parleur, qui connaît toutes les astuces de la rhétorique, et donc Don Juan ne se laissera pas faire par ne se laissera pas convaincre par les arguments de Sganarelle, et Sganarelle, pas plus que son père, échouera à ramener Don Juan sur le chemin de la morale. Ensuite, dans une quatrième partie, on verra que Don Juan, on écrira une scène où Don Juan rencontre un homme qui fait l'aumône, qui demande l'aumône à Don Juan. Et Don Juan va refuser sous prétexte que bah non, il ne croit pas en Dieu. Et pour finir, Don Juan sera mis à mort par la statue du commandeur,
Alors, je vous rappelle qui était le commandeur. Le commandeur, c'est quelque chose, un élément qui n'apparaît pas dans la pièce, Don Juan, mais on sait, par un des personnages qui nous le rapporte, que le commandeur a été l'un des a été un homme qui s'est battu en duel avec Don Juan. Le commandeur a perdu, a été tué par Don Juan, donc en duel, et on a bâti une statue à son effigie. Et c'est cette statue du commandeur qui va venir mettre Don Juan à mort. Voilà. Et donc on voit bien que là, avec cette structure-là, on a quand même beaucoup de choses à inventer pour que bah, les actions s'enchaînent logiquement. Et voilà. Donc il faut qu'on suive cette trame-là, mais on doit quand même broder autour pour que tout ça soit cohérent et que ça nous corresponde à ce qu'on veut faire, à la manière dont on analyse le personnage de Don Juan. Alors maintenant, venons-en un petit peu à la libre pensée et au libertinage, ce qu'est Don Juan. Alors le libertinage, euh, c'est une école de pensée, disons, une philosophie qui a connu un très grand essor au XVIIe siècle, et on peut même dire que c'est le libertinage euh, qui contient en germe ce qui se passera un siècle plus tard, au XVIIIe, avec la pensée des Lumières. Voilà. S'il n'y avait pas eu le courant libertin, sans doute n'y aurait-il pas eu la philosophie des Lumières, et donc même, peut-être pas, la Révolution française, etc. Vous voyez bien donc que c'est quand même un courant de pensée qui est très important. Alors, libertinage, ça vient du latin libertinus, qui signifie, disons, qui vient d'être libéré. Donc il faut garder ça à l'esprit, le libertin c'est quelqu'un qui est libéré. Et de quoi il est libéré? Eh bien il est libéré de l'ensemble des dogmes imposés par la société. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Tout simplement, je pense que on peut dire qu'un dogme, c'est une idée qu'on n'a pas le droit de discuter. Une idée qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Donc typiquement, l'existence de Dieu au XVIIe siècle, c'est un dogme. On n'a pas le droit de le remettre en cause. Ou alors si on le fait, il faut se cacher, il ne faut pas le dire trop haut. Sinon on a des ennuis. Voilà. Mais les dogmes ne sont pas que religieux, il y a des dogmes politiques, des dogmes économiques, il y a tout un tas de dogmes, et nous obéissons, nous tous, dans la société, à tout un tas de dogmes. Il est parfois difficile d'en avoir conscience. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que le libertin, c'est quelqu'un qui s'est libéré des dogmes que la société nous impose. Et donc par là, il y a deux types en vérité de libertinage. Il y a ce qu'on appelle d'abord le libertinage d'esprit, ou la libre pensée, c'est-à-dire la remise en cause générale de l'ensemble des dogmes, des idées reçues et de la morale, morale religieuse, mais pas seulement. Et donc, le libertinage d'esprit, c'est une véritable philosophie, d'accord? C'est une manière de penser qui dit que toutes les règles que la société m'impose, toutes les morales que la société m'impose, je les remets en cause. Je les remets en cause parce que je n'accepte pas les dogmes et j'ai envie de pouvoir penser la moindre chose. Et donc, il va de soi que les libertins doivent dissimuler leurs idées au reste du monde, au reste de la société. Et enfin, deuxième type de libertinage, il y a également le libertinage de mœurs. Et là, c'est plus simplement celui qui s'adonne au plaisir charnel en dépassant les limites de la morale. Mais on voit bien ici que ceux qui sont des libertins de mœurs, bien souvent, le sont parce qu'ils sont des libertins d'esprit, parce qu'ils refusent l'ensemble des dogmes imposés par la société, ils refusent aussi les dogmes des mœurs, les dogmes sexuels. Voilà. Et c'est exactement ce qu'est Don Juan. Don Juan est un libertin de mœurs parce qu'il est un libertin d'esprit. Parce que, avant tout, il refuse l'ensemble des dogmes de la société. Donc, il est aussi un libertin de mœurs. Quelque part, on peut dire que il accorde ses actes à ses pensées.
Alors maintenant, venons-en au grand 5, imaginons Don Juan. Nous avons fait, en cours ce matin, une grande synthèse de vos réflexions. Et voici ce que ça a donné. Voilà ce que on a décidé que serait notre Don Juan. D'abord, la pièce se déroule en banlieue parisienne. Elle se déroule cette année, au présent, en 2020. Et alors, quel est le métier de Don Juan, son activité, disons? Vous avez décidé que Don Juan serait un hacker. Voilà. Quelqu'un, sans doute, pendu à son ordinateur, qui passe son temps, sa vie devant son ordinateur. Et voici quelques adjectifs qui nous permettent de le définir. Vous avez imaginé que Don Juan serait quelqu'un de lunatique, c'est-à-dire soumis à des sautes d'humeur très fortes. Une fois, il sera très heureux et une autre fois, il sera très en colère, très désagréable avec tout le monde. Votre Don Juan sera aussi également très misogyne, ce qui n'est pas le cas nécessairement du Don Juan originel. Là, votre Don Juan n'aime pas les femmes, par principe. Alors peut-être qu'il y a une raison, selon vous, pour laquelle il n'aime pas les femmes, ça il faudra peut-être le définir. Don Juan est également quelqu'un d'introverti. Il est narcissique, il s'aime beaucoup. Et c'est aussi, et ça il me semble que c'est très important, c'est aussi quelqu'un de cultivé. Et c'est parce qu'il est cultivé, sans doute, qu'il va pouvoir adapter la libre pensée, qui est une philosophie du XVIIe siècle, à notre XXIe siècle. Alors quel est son costume? Vous avez décidé que notre Don Juan hacker porterait un sweat à capuche noir, ainsi qu'un jogging. Et, petit détail, il porterait une seule boucle d'oreille en mémoire d'une amitié déchue. Alors il y avait eu deux hypothèses. Soit cette boucle d'oreille, c'était son ancienne amitié avec le commandeur, qu'il aurait fini par tuer, réellement ou métaphoriquement, ce sera à vous de décider. Ou alors, d'une ancienne petite amie, qu'il l'aurait quitté, et ce serait parce que cette petite amie l'a quitté qu'il a décidé de faire fi de toute morale. Voilà. Vous avez aussi insisté pour qu'on rajoute à l'apparent de notre Don Juan un petit trait de rasoir au sourcil, chacun ses goûts. Voilà pour notre Don Juan. Maintenant, entrons un petit peu dans les détails. Nous allons devoir écrire le premier acte. Et quel est le contenu du premier acte? C'est Don Juan qui repousse Elvire, qui vient tout juste de sortir d'un couvent pour l'épouser. Donc je vous rappelle que notre Don Juan est un hacker et que l'action se passe en banlieue parisienne en 2020. Donc maintenant, très précisément, où se passe la scène? Est-ce que ça se passe dans un cybercafé, par exemple? Ou dans une cave? Est-ce que ça se passe dans la chambre de Don Juan? Ou même, allons plus loin, puisque c'est un hacker. Est-ce qu'Elvire et Don Juan se rencontrent réellement? Ou est-ce que c'est simplement par écran interposé? Est-ce que Elvire n'est pas à 1000 km de lui, peut-être? On ne sait pas. Ça, c'est à vous de le définir maintenant. Est-ce que dans la scène, il y a d'autres personnages? Ou seulement Elvire et Don Juan? Et comment Elvire fait-elle son entrée dans la scène? Et même si c'est par ordinateur, quel est le logiciel qu'ils utilisent? Et là-dessus, j'insiste, il faut être très précis. Qu'est-ce qu'il faisait Don Juan juste avant? Voilà. Dites-vous bien, il y a une scène, le rideau s'ouvre, le public voit les acteurs, et qu'est-ce qu'il se passe? C'est à toutes ces questions-là qu'il faut que vous réfléchissiez. Et donc pour jeudi, je veux que vous répondiez à ces questions, et ainsi que vous imaginiez quelle est la première ligne de dialogue, la première phrase d'Elvire, qu'est-ce qu'elle dit à Don Juan quand elle arrive, ou quand elle discute avec lui sur un chat. Voilà. Je vous dis à jeudi prochain, et travaillez bien d'ici là.